donc chaque année, effectivement, on nous dévoile des recherches scientifiques qui sont totalement inouïes sur le fonctionnement des arbres, des choses qu'on n'imaginait même pas il y a encore quelque temps. Bienvenue sur Daily Green, le podcast dédié à la nature en ville. Je m'appelle Hicham Ndakla et toutes les 2 semaines, je vous invite à parcourir la ville et partager un moment avec celles et ceux qui font de nos villes des lieux plus vivants, plus verts, sensibles à la santé et à la cohésion sociale. Bienvenue sur Daily Green. Bonjour David, je suis ravi de Bonjour. t'accueillir. Comment ça va? Ça va très bien, très, très bien. Bonjour à Bon, toi aussi, Hicham. Très, très heureux de participer à cet échange avec toi ce matin. ravi de t'accueillir pour ce premier épisode. Dans un premier temps, j'aimerais que tu te présentes librement. OK. Par où commencer? Bon, j'ai 52 ans, je vis, au fin fond du Finistère, je suis forestier de formation et puis progressivement, effectivement, j'ai dévié, vers le monde des arbres urbains. Effectivement, j'ai eu mon enfance, je l'ai passé dans le Nord, je suis originaire du Nord. J'ai vécu aux marges de la grande, mégapole de l'île Roubaix-Tourcoing et puis, ben, progressivement, voyant mon petit coin de campagne progressivement, rongé par l'urbanisation, j'ai très vite eu envie de m'investir en faveur de la nature que je voyais, disparaître, je dirais, devant moi. Ce qui m'a conduit à partir de l'âge de 16 ans et durant 6 ans à faire des études forestières. Après quoi, je suis rentré à l'Office national des forêts, j'y suis resté, 6-7 ans. J'ai travaillé en collectivité territoriale en Bretagne. Puis après, je suis revenu dans les services de l'État, pour travailler au ministère de l'écologie. Et depuis maintenant 5 ans, je travaille, de manière indépendante, en tant qu'expert arboricole. Merci David pour cette présentation. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier et quelles sont tes missions quotidiennes? Alors mon activité d'expert arboricole consiste, à me rendre au chevet des arbres de ville, des arbres de parc, des arbres qui ont vraiment une vocation, d'ornement, d'agrément et heu et d'évaluer, autant que possible, leur état de santé et de solidité. Est-ce que ce sont des arbres qui sont, sains ou malades ou est-ce que ce sont des arbres éventuellement fragiles? Et voir s'il doit y avoir des interventions à réaliser sur ces arbres en vue de les sécuriser, de les préserver, mais aussi de sécuriser l'environnement dans lequel, sont amenés à croître. Heu, donc c'est voilà, c'est l'essentiel de mon activité aujourd'hui. La clientèle est diverse et variée, ça peut être des collectivités, beaucoup de collectivités d'ailleurs, dans le Finistère, en Bretagne et plus largement, sur la façade, ouest. Ça peut être aussi des propriétaires, divers et variés de parcours accrobranche, de camping, bref, d'endroits où les arbres, jouent un rôle important, d'un point de vue d'agrément. D'accord. Et alors moi, la question que je me pose, c'est d'où elle te vient cette passion pour l'arbre? Alors Puisqu'elle est cette centrale passion dans pour ton vie. l'art, bah, effectivement, alors comme je te disais au début, j'ai vécu donc vraiment aux marges de l'agglomération lilloise, à quelques centaines de mètres de la frontière belge et quand j'étais, tout petit, là où on habitait, on était, je dirais quasiment au milieu des champs et puis progressivement, on a vu, ces espaces de nature, ces espaces champêtres se réduire autour de nous. Quand je dis de nous, de moi et de mes parents et on s'est donc rendu compte que la nature avait tendance à disparaître progressivement de notre environnement. Mes parents étaient aussi très sensibles à cette question de préservation de la biodiversité et du coup, il nous fallait, je dirais, un refuge pour pouvoir effectivement retrouver cette nature. Mes parents avaient acheté un petit pied-à-terre très, très modeste en lisière d'une forêt domaniale, dans le département voisin du Pas-de-Calais et puis très vite, quand on s'est installé là, en fait, je passais tous mes week-ends, tous mes moments là-bas, à me réfugier dans la forêt, à parcourir la forêt de long en large. Et donc voilà, très vite, j'ai été saisi par la beauté de ces forêts, de ces arbres et très vite aussi, j'ai eu l'occasion de rencontrer le garde forestier de cette forêt qui m'a, voilà, définitivement convaincu que c'était un métier qui était fait pour moi. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, dès le plus jeune âge et ma foi, une trentaine d'années plus tard, j'ai l'impression d'avoir à peu près, suivi la voie professionnelle qui me plaisait et voilà, je suis vraiment content de travailler au service des arbres.
Il y a une phrase que tu écris dans ton livre, Chercheur d'arbres, qui dit: «Végétalisons massivement tout en étant toutefois prudents et veillons à ce que cet engouement pour la plantation des forêts urbaines ne se fasse pas au détriment des arbres urbains». Qu'est-ce que tu entends par là? Parce qu'aujourd'hui ton engagement est axé sur les arbres, urbains. Est-ce que, à ton sens, les grands projets de plantation qui sont lancés dans les villes, sont suffisants et vont dans le bon sens? Bon, il y a une véritable montée en compétences dans les collectivités, notamment dans les très grosses collectivités, ça c'est une certitude. Donc de plus en plus et je dirais même, au cours des toutes dernières années, hein. Moi, au cours des 5 dernières années, j'ai véritablement vu une montée en compétences. Alors certes, dans les très, très grosses villes, mais aussi dans les villes de taille moyenne, hein. De plus en plus, des villes de 50 000, 100 000 habitants se dotent de moyens, pour mieux suivre leur patrimoine arboré. À travers cette phrase que j'avais effectivement écrite dans mon troisième opus, ce que je souhaitais vraiment dire et c'est ce qui est pensé, je pense, par, ce qui est partagé par pas mal de mes confrères, c'est que la qualité doit vraiment, comment dire? Être la ouais, voilà, c'est la dimension la plus importante. La dimension qualitative de la gestion du patrimoine arboré dans les espaces urbains est de loin l'aspect le plus important. Or, à toute échelle de territoire, à l'échelle de ville, à l'échelle de département, à l'échelle de région, voire à l'échelle nationale, hein, puisque notre président de la République avait annoncé, la plantation d'1 milliard d'arbres. On est encore sur des objectifs chiffrés, qui ont tendance effectivement à gommer totalement l'aspect qualitatif de la démarche et du coup, pour atteindre ces objectifs chiffrés, parfois, on peut être amené, c'est pas à chaque fois le cas, hein, mais on peut être amené de temps à autre à, justement, à laisser de côté cet aspect qualitatif et à planter à tout va, y compris dans des espaces qui ne s'y prêtent pas forcément. Heu, voilà, l'essentiel, c'est effectivement de planter la ville, ça c'est une certitude. Aujourd'hui, on a véritablement besoin de continuer à planter l'espace urbain, mais avant de planter, il faut surtout préserver l'existant, ça c'est une certitude. Parfois, c'est un aspect qui est, somme toute encore négligé par certaines politiques, territoriales à mon sens, quoi. Donc on aurait tendance à commencer à, en quelque sorte, à vouloir planter sans, peut-être, référencer, répertorier l'existant pour mieux le protéger? C'est un travers dans lequel certaines collectivités, pas toutes, hein, loin de là, mais certaines collectivités ont encore en tendance à opter, si je puis dire. C'est vrai que obtenir un objectif chiffré est beaucoup plus simple. Voilà, atteindre un objectif chiffré est beaucoup plus simple en matière d'arbres à atteindre qu'un objectif, je dirais par exemple d'espérance de vie des arbres. Ou de bonne répartition des arbres dans l'espace urbain. Planter, une microforêt, sur 3 ou 4 000 m², ça permet de replanter très, très rapidement. Ça permet de planter très, très rapidement 20 ou 30 000 plants ou 30 000 plants, le long, des avenues, le long des rues ou alors dans l'espace champêtre, dans l'espace rural en haie bocagère. C'est quand même beaucoup plus, compliqué à atteindre, comme objectif, compte tenu du fait que la mission, comment dire, est amenée à être réalisée dans ce cadre-là, sur des espaces beaucoup plus vastes, où il y a beaucoup plus je dirais d'interaction avec des propriétaires divers et variés et du coup, l'objectif est quand même beaucoup plus compliqué à atteindre pour des raisons techniques, pour des raisons financières, foncières et des raisons politiques. Pour ça que, en se fixant cet objectif, quantitatif, on a tendance effectivement à vouloir planter, 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 à forte densité et dans des espaces finalement restreints, alors que parfois il suffirait de planter 10 fois moins, mais de manière beaucoup plus judicieuse d'un point de vue, territorial, pour obtenir des résultats, bien plus intéressants. Si on dézoome un peu et que l'on parle à l'échelle de la planète, tu n'hésites pas à parler d'extinction en ce qui concerne certaines essences d'arbres. Aujourd'hui, on répertorie plus de 60 000 espèces et tu dis qu'une partie est en voie d'extinction. On parle beaucoup plus de l'extinction des animaux. Est-ce que pour toi, il y a un traitement différent qui est fait justement sur le règne végétal, sur le monde végétal? Ah oui, totalement, totalement. Aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, ce sont aussi des sociologues, des spécialistes, je dirais de l'humain et des relations que les humains peuvent avoir,
entre eux et avec leur environnement, il est prouvé que d'une façon générale, les gens ont beaucoup plus de compassion, d'empathie pour des espèces qui leur ressemblent. D'où le coup de projecteur récurrent que l'on met sur, le risque de disparition des grands vertébrés, des oiseaux, des mammifères et cetera, ou éventuellement d'insectes, ou éventuellement dans certains cas de plantes qui ont effectivement, un aspect particulièrement intéressant, particulièrement chatoyant. Mais d'une façon générale, effectivement, la disparition des plantes, la régression des plantes importe peu. Quand on voit les reportages qui passent à la télé, qui passent à la radio ou les articles des journaux, très généralement, quand on se focalise sur la disparition des espèces, on retient généralement justement ces animaux qui nous ressemblent. Or, la situation est somme toute aussi dramatique s'agissant de la flore. Effectivement, dans le monde, on a environ 60 000 espèces d'arbres recensées aujourd'hui. 40 de ces espèces sont menacées de disparition. Certains arbres, tels que les conifères, par exemple, font partie des groupes d'espèces parmi les plus menacés au monde. Je pense que le risque de disparition des conifères, par exemple, est tout aussi grand que le risque de disparition que des baleines, des oiseaux. Donc voilà, il y a pas de raison objective pour qu'on soit moins, sensible à la disparition de la flore par rapport à la faune. Le constat d'érosion et de disparition de la biodiversité concerne tout autant la faune, la flore et je rajouterais aussi la fonge, le monde des champignons, qui lui est totalement, négligé, Et, mais qui abrite aussi de nombreuses espèces menacées. tu milites, également aussi pour que justement ce patrimoine arboré soit reconnu autant que le patrimoine historique. Hem, à ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que par exemple, les arbres anciens soient mieux reconnus? Il faudrait une loi qui les protège de manière, conséquente, au même titre, que la loi qui existe pour la protection des monuments historiques. Aujourd'hui, il existe un certain nombre, oui, comment dire? De labels qui reconnaissent effectivement ces arbres patrimoniaux, ces arbres remarquables, mais derrière ces labels, il nous manque un véritable outil réglementaire qui permettrait de les protéger. Nos voisins, britanniques, qui ont toujours été beaucoup plus sensibles à la question des arbres anciens, ne font pas de distinction entre le patrimoine, ancien, bâti, minéral, si je puis dire, et le patrimoine ancien, naturel, vivant, que sont notamment les arbres. Je pense qu'on devrait beaucoup s'inspirer de nos voisins britanniques en la matière, espérer obtenir d'ici quelques années une loi qui protège ces monuments végétaux historiques, finalement, au même titre, au même titre que les chapelles, que les châteaux ou je ne sais quoi d'autre. C'est vraiment une nécessité parce que non seulement ce sont des organismes, vivants, multiséculaires, parfois, millénaires, mais qui ont aussi été des témoins de notre histoire collective et qu'il faut aussi protéger à ce titre-là. Il faut les protéger en tant qu'individus, vénérables, ayant vécu très, très longtemps, mais il faut aussi les protéger comme étant des témoins de notre histoire, au même titre, je le répète, mais qu'une chapelle ou qu'un monument historique, Bien sûr. en pierre, si je puis dire. Tu parles justement beaucoup des Anglais, déjà pour leur sensibilité, aux enjeux, liés aux arbres, et d'ailleurs, j'ai constaté qu'il y avait aussi cet engagement, citoyen qui est assez fort là-bas par rapport à nous, ce qu'on peut connaître, en France. Tu cites par exemple la LPO et tu la compares avec, la Royal Society for the Protection of Birds où tu dis que la LPO a 45 000 membres alors que, l'équivalent anglais en a 1 300 000. D'ailleurs, tu parles également aussi de l'association Arbre qui aujourd'hui compte, 1 000 adhérents en France alors que l'équivalent Woodland Trust, qui lui compte plus de 300 000 membres. Comment tu peux l'expliquer justement cette différence de sensibilité? Alors en fait, il y a le constat qui est fait en tout cas, l'expliquer est pas facile, d'autant plus que les philosophes qui s'intéressent aux questions de la nature ont eux-mêmes aussi du mal parfois à l'expliquer. Mais, le constat, c'est que nous avons une approche très théorique de la biodiversité. C'est-à-dire que en France, de biodiversité, autour d'un bon repas, après avoir vu un film, qui s'intéresse effectivement au déclin de la nature. On aime bien débattre sur les sujets de biodiversité, c'est très bien, mais on n'a pas comment dire?
une approche très concrète de la biodiversité, c'est-à-dire qu'on ne l'éprouve pas de manière plus directe sur le terrain, si je puis dire. C'est-à-dire que les Anglais sont plus dans l'action, en fait. Ils sont pas dans le débat, ils sont dans la contemplation, bien évidemment, mais ils agissent de manière très concrète, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous, beaucoup de gens, effectivement, s'émeut de voir disparaître en France les oiseaux, les insectes pollinisateurs, mais finalement, sur toute cette population qui est effectivement, qui se dit sensible par rapport à la biodiversité, peu derrière vont agir de manière très concrète sur le terrain et aider, par exemple, les scientifiques à compter, à dénombrer les papillons, les insectes, etc. Alors que nos voisins britanniques sont dans l'action. Ils se rendent bien compte que la situation est dramatique et ils agissent au plus près du terrain. Et ça, c'est un constat qu'on fait assez régulièrement sur les territoires qui ont été fortement modifiés par l'action de l'homme. Je suis originaire du Nord, dans une région qui a été profondément meurtrie par l'industrie, notamment au cours du 19e et du 20e siècle. Or, on constate que dans le département du Nord, par exemple, les collectivités territoriales, mais aussi la population, a tendance à se mobiliser de manière plus prégnante pour la biodiversité, parce qu'ils voient bien que cette nature disparaît autour d'eux. A contrario, j'ai vécu pendant une dizaine d'années en Auvergne, dans une région où la nature apparaît en tout cas au premier abord en bon état de conservation, si je puis dire. Et finalement, les gens ne ressentent pas le besoin d'agir de manière très très active pour combattre le déclin de la biodiversité, parce qu'ils ont l'impression que la nature qui est autour d'eux, finalement, est bien Suffit. préservée. Mhm. Voilà. Alors, bien sûr, il y a des nuances à apporter à tout ça. Je pourrais citer nombre de militants en Auvergne qui luttent pour préserver la nature, mais il y a des tendances comme ça assez lourdes, et ça rejoint effectivement la question des Anglais et des arbres. Les forêts britanniques ont extrêmement été ravagées au cours du XXe siècle. Vu le taux de boisement en Grande-Bretagne, ça doit être 12-13%. En France, c'est 30%. La forêt est très industrialisée en Grande-Bretagne. Et du coup, les Britanniques se disent, face à cette forêt très, très industrialisée, il faut essayer de sauver ce qui ne l'est pas, en l'occurrence en se mobilisant sur les vieux arbres. Est-ce que on peut imaginer que finalement on aime débattre, on aime théoriser, mais que parfois la vérité se passe sur le terrain en fait. Il faut aujourd'hui mener des actions et ne pas avoir peur, ben, peut-être même de faire des erreurs en disant peut-être qu'on n'a pas forcément fait les bons choix, mais en tout cas on les a fait en bonne conscience au moment où il fallait le faire. Il y a un peu de ça ou pas du coup? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, il faut agir sur le terrain de manière militante. On peut effectivement combattre la réalisation de chantiers totalement démesurés. C'est une bonne forme d'investissement sur le terrain à mes yeux. Mais une autre forme d'engagement, c'est de contribuer effectivement à mobiliser de l'information pour améliorer la connaissance et pour aider nos scientifiques effectivement à continuer à démontrer que le déclin de la nature est vraiment en route, quoi. Mmh. Ton engagement, il est également et ça tu en parles, dans tes livres. Depuis 2021, tu publies un livre par an. Arbres en péril, Au chevet des arbres en 2022, Chercheurs d'arbres en 2023 et le dernier en date, Gardien de la nature en 2024. Moi, la question que j'aimerais te poser, c'est d'où vient ce talent d'écriture, cette Bah, ouais, alors, intérêt, talent, je sais pas, mais intérêt en tout cas. Pourquoi? En fait, il y a eu un déclic en 2018. En 2018, je me suis rendu sur la côte ouest des États-Unis pour visiter les grands parcs nationaux, pour voir les plus grands séquoias, pour voir les plus vieux pins, qui sont tous concentrés, en tout cas dans l'hémisphère nord, en fait, quasiment ils sont tous concentrés dans la partie ouest des États-Unis. Et quand je suis allé notamment dans le parc de Yosemite, au cœur de la Sierra Nevada, je suis tombé en plein milieu des méga-feux qui ont particulièrement d'accord. ravagé cette région des États-Unis en 2018. Et ça m'a véritablement saisi. Moi, je me rappelle d'avoir été pris dans un brouillard de cendres alors que l'incendie était à 30 km de là, quoi. Donc, c'est pour montrer le gigantisme du phénomène de ce voyage. Je me suis dit, bah, voilà, il faut que je réagisse, il faut que je me mobilise à mon niveau, je dirais, pour alerter tout le monde, je dirais, sur l'état dramatique de notre biodiversité et des arbres en particulier. Et après, on a tous plus ou moins un talent, et certains
sont très à l'aise pour s'exprimer à l'oral, pour militer sur le terrain. Moi, je suis peut-être un peu plus introverti et j'ai trouvé dans l'écriture un bon moyen de faire passer les messages qui me tenaient à cœur sur le sujet. Je me suis lancé dans l'écriture d'un premier bouquin sur les arbres et ma foi, j'ai eu la chance de trouver un éditeur. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce qu'il y a des auteurs, autrices qui t'ont inspiré, qui t'inspirent justement sur leur travail de relation entre la nature et l'homme, la nature et l'humain. Tu as parlé de Richard Powers, Bien sûr. qui a une œuvre magistrale sur le sujet, sur les arbres. Est-ce Mhm. que tu peux en parler? Ah oui, oui, bah Richard Powers, pour moi, ouais, c'est le plus grand écrivain américain, voire le plus grand écrivain tout court. Donc c'est quelqu'un qui a écrit notamment L'Arbre-Monde, hein, qui a eu le prix de souvenir, le prix Pulitzer en 2017 ou 18. À mes yeux, c'est le plus beau roman de littérature générale, si je puis dire, qui s'intéresse au sujet des arbres. Quand Richard Powers, tous les romans qu'il écrit font toujours il y a toujours un lien étroit entre son sujet et la science, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est profondément scientifique, au sens où il croit profondément à, à l'amélioration de notre société, à l'amélioration de notre environnement grâce à la connaissance scientifique. Donc, il enrichit toujours ses romans de nombreuses références scientifiques et c'est toujours très très bien amené. Et L'Arbre-Monde, qui a été écrit en donc 2017 ou 2018, dresse le portrait de 6 ou 7 personnes qui sont qui ont des liens très étroits avec les arbres dans des environnements très différents ou qui vont au cours de leur vie faire une rencontre importante avec un arbre. Et il décrit cette relation entre ces personnes et les arbres en question d'une manière vraiment prodigieuse, quoi. Et de manière aussi très très fine et très exacte, c'est-à-dire qu'en utilisant un langage tout à fait simple, il réussit à faire passer des idées scientifiques très très importantes. David, on a parlé de science. Aujourd'hui, on connaît une montée du scepticisme, notamment à l'égard des scientifiques, mais plus largement de la science. Est-ce qu'on constate un impact sur l'univers végétal, sur la recherche, sur la protection? Est-ce qu'on sent véritablement qu'il y a une baisse des moyens? Comment tu le ressens, ça? C'est certain, d'autant plus bien évidemment aux États-Unis, puisque aux États-Unis, bah, forcément les scientifiques ont beaucoup moins de moyens depuis quelques mois, hein, et tout le secteur qui relève de la recherche forestière, alors on en parle beaucoup moins, mais tout le secteur qui relève de la recherche sur les forêts, effectivement souffre aussi, d'une coupe massive de crédits. Or, il y a certains domaines d'action où les États-Unis sont vraiment en pointe dans le domaine de la forêt et je pense notamment, à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêt. Les États-Unis ont toujours été, exemplaires et en pointe sur ce sujet au niveau international. Or, aujourd'hui, on a de plus en plus de méga-feux du fait, du changement climatique, donc on a besoin d'avoir une connaissance très fine des mécanismes qui conduisent au développement, à l'émergence de ces méga. Or, cette connaissance, elle est surtout détenue par nos collègues américains et la recherche là-bas est très, très active sur ce sujet-là. Or, voilà, du fait de l'actualité récente, elle va forcément, être, très 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 limité, réduite, hein. très limitée, si je puis dire. S'agissant de la connaissance, de la recherche sur les arbres sur les arbres d'une façon plus générale, même Francis Allais le dit, peut-être un peu, sous la forme de la boutade, mais il dit lui-même, alors qu'il est probablement l'un des meilleurs connaisseurs des arbres en France et ailleurs dans le monde, que lui-même ne sait pas aujourd'hui ce qu'est un arbre. Tellement on fait de découvertes au quotidien sur ce que sont les arbres. Donc chaque année, effectivement, on nous dévoile des recherches scientifiques qui sont totalement inouïes sur le fonctionnement des arbres, des choses qu'on n'imaginait même pas il y a encore quelque temps. J'ai en tête, par exemple, une recherche qui a été récemment relatée, il y a peut-être 2, 3 semaines dans Le Monde, et qui tente à prouver que certaines espèces d'arbres recherchent, alors je mets bien évidemment des guillemets derrière le terme de recherche, mais recherchent finalement d'être foudroyés par la foudre, d'être foudroyés, et que le fait d'être foudroyé permet effectivement d'améliorer
leur capacité notamment de sélection, pour permettre derrière, l'émergence d'individus qui sont encore plus résistants au phénomène de foudre. Jusqu'à présent, effectivement, la foudre, c'était quelque chose qui était très, très craint, par rapport à la question des arbres, puisque les arbres sont généralement en première ligne pour être foudroyés, et on pensait que la plupart des arbres, effectivement, ne tiraient pas profit, de ces phénomènes de Et ouais, ouais. foudroiement. Or, on se rend compte aujourd'hui que certaines espèces d'arbres, notamment en forêt équatoriale, se développent en hauteur de manière très massive et de manière très rapide pour pouvoir justement rechercher cet effet de foudre et pour pouvoir effectivement, améliorer par la suite, leur capacité de résistance et de sélection par rapport à ça. Bon, c'est des sujets complexes, mais ça montre qu'on a encore beaucoup à apprendre sur ces différents sujets. Bien sûr, ouais, et ça démontre que finalement, l'arbre n'est pas isolé. Il est bien dans un univers, beaucoup plus complexe et interagit avec, pas forcément les éléments du sol. Ça peut Ouais, être, également des éléments, tout à on fait. va dire, aériens. Si on revient sur ton dernier livre, Mmh. tu consacres, donc un livre, qui est dédié aux femmes à travers 7 récits. Mmh. Moi, je voulais savoir comment il est né ce livre? Oui, comment il est né, effectivement. Alors j'ai à la maison, j'ai la chance d'avoir 2 filles, très sensibles aux questions, de l'environnement. Très sensible aussi à la question du sort aujourd'hui réservé, aux femmes, aux inégalités qu'il peut y avoir, dans le monde entre les hommes et les femmes. Et ma grande fille notamment m'a dit il y a de ça 2 ans peut-être: «Papa, tu devrais peut-être, t'intéresser plus au sujet puisque quand tu écris, jusqu'à maintenant, la plupart des livres que tu écris sur les arbres mettent davantage en valeur quand même, des hommes que des femmes». Ce qui est un constat. Alors c'est un constat que voilà, je l'ai pris un peu dans la figure, mais à raison, hein, effectivement, je m'étais pas rendu compte de ça. Et quand j'ai alors ça, c'était après mes 2 premiers bouquins, et quand j'ai écrit mon troisième bouquin, Chercheur d'arbres, bon, ben, effectivement, c'est pas normal, il va falloir que je retrouve, une certaine parité, je dirais, parmi les portraits que j'écris sur ces chercheurs d'arbres. Et en fait, en cherchant sur internet, je me suis rendu compte quand même que c'était beaucoup plus compliqué de trouver des récits de femmes engagées en faveur des arbres que d'hommes. En réalité, il n'y avait pas de raison pour que ce soit plus compliqué. Simplement, au fil de mes recherches et des témoignages que j'ai collectés, en fait, je me suis rendu compte que, bah, dans le domaine scientifique notamment, et dans nos domaines, bah, les femmes sont peut-être moins visibles, moins lisibles, peut-être parce qu'on leur laisse moins la possibilité de s'exprimer, ou peut-être aussi parce qu'elles souhaitent moins, rechercher la lumière que d'autres. En tout cas, sur ce sujet-là d'inventaire des arbres remarquables, je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait, un manque d'informations sur le net, sur la toile ou dans les publications. Or, sur le terrain, il y a beaucoup de chercheuses d'arbres, quoi. Donc je me suis dit, ça peut être intéressant de faire un focus, sur l'implication des femmes dans nos métiers, dans les métiers du vivant, métiers de forestier, les métiers d'agriculteur, les métiers de botaniste. Et ça a été effectivement, bah, l'objet du quatrième livre que j'ai écrit. Et le constat que je subodorais, si je puis dire, s'est avéré assez exact. C'est-à-dire que, depuis le XVIe siècle, hein, depuis, l'époque des Lumières et des modernes aussi, la science a été, très rapidement cadenassée par les hommes. Il faut bien savoir, pour reprendre par exemple l'exemple de la botanique, qu'au Moyen Âge, jusqu'au XIIIe, XIVe, la connaissance de la flore, la connaissance concrète de la flore, des usages de la flore, et cetera, était plutôt, réservée aux femmes. Les femmes effectivement qui mettaient en avant ces savoirs. Et quand on a commencé effectivement, je dirais, à améliorer les connaissances scientifiques, qu'on a commencé à avoir des grands penseurs tels que Descartes, par exemple, et qu'on a voulu rationaliser finalement la science, bah, à partir de là, effectivement, bah, les philosophes se sont dit: «Bon, bah, la science, c'est une affaire sérieuse à partir de maintenant». Ce terme sérieux, et c'est une matière qui doit être prise en main par les hommes. Et à partir de là, malheureusement, du 14e-15e siècle jusqu'au 20e siècle, les femmes ont été, très très laissées de côté sur ces sujets scientifiques. Et ça ne fait que peut-être, 20 ou 30 ans que les femmes aujourd'hui, réussissent de nouveau
à reprendre la main et à être davantage visible sur les sujets, scientifiques inhérents notamment au monde vivant. Est-ce que sur le terrain, on rencontre de plus en plus de femmes, ou c'est encore un métier qui est dédié aux hommes parce que, soi-disant, qui a besoin de force physique? Enfin, j'imagine qu'il y a un peu des clichés Ouais. un peu là-dessus. Comment tu le vois ça? Tout dépend des filières, en fait. Si on prend un domaine qui m'est cher, celui de la forêt, c'est vraiment catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Aujourd'hui, sur le terrain, on compte un dixième des forestiers qui sont en fait des forestières. On est très très loin d'autres pays tels que l'Allemagne ou l'Angleterre. On a beaucoup plus de forestières sur le terrain, même si on n'a pas encore la parité entre hommes et femmes. Quand j'étais en école forestière, au tournant des années 80-90, dans ma promotion, il y avait 2 femmes. J'enseigne, je dispense quelques cours chaque année à des techniciens supérieurs qui se préparent au métier de la forêt et je constate toujours que sur une promotion de 30 élèves, il y a toujours 2 ou 3 femmes. Donc ça évolue très peu. Mais ça évolue pas très peu, ça évolue pas du fait d'un cadenassage des hommes. En tout cas, depuis 10-20 ans, depuis 10 ans, il y a véritablement une volonté de féminiser le métier de forestier. Il suffit de voir, par exemple, les opérations de promotion que l'ONF, l'Office national des forêts, réalise pour recruter des agents. On voit beaucoup de forestières qui apparaissent sur leur communication, et c'est tant mieux. Dans les écoles forestières, il y a une vraie volonté de féminiser les métiers. Mais on sent comme un blocage et sur ce sujet précis de la forêt, pour les métiers de terrain, j'entends, donc de garde forestier, de technicien forestier, moi j'ai véritablement l'impression qu'il y a peut-être un manque de communication. Voilà, peut-être que les jeunes femmes se disent, bah, ces métiers-là, c'est pas pour nous, c'est des métiers qui sont encore trop physiques, etc., etc. Je pense qu'il y a une sorte d'autocensure d'une certaine manière. Or, cette autocensure n'a pas lieu d'être. Aujourd'hui, on peut être bûcheronne et être une très bonne bûcheronne. Avec les efforts qui a eu lieu en termes de mécanisation. Alors, la mécanisation n'a pas rapporté que du bon, mais elle a aussi permis de rendre les métiers de l'exploitation forestière moins pénibles. Et aujourd'hui, on peut tout à fait travailler en forêt sur le terrain en étant une femme. Ça, il y a Il y a aucun pas de doute problème. là-dessus. Alors, on observe un peu le contraire dès qu'on arrive dans les métiers plus qualifiés d'ingénieurs, par exemple, que ce soit dans le domaine de l'agriculture ou dans le domaine de la forêt, de la sylviculture. Aujourd'hui, sur les bancs des grandes écoles d'ingénieurs, on voit autant de femmes, voire parfois plus de femmes que d'hommes. Mais sur le terrain, effectivement, le décalage est toujours Sont marquants. Est-ce que, à ton avis, le fait qu'il y ait plus de femmes dans ces métiers-là permettrait de faire évoluer, le métier? Alors j'imagine que tu vas me dire oui, mais sous quelle forme? Quelle est la alors sans parler au nom des femmes, bien évidemment, mais qu'est-ce qu'elles pourraient apporter, de plus à la vision très masculine, de ces métiers-là? Moi, personnellement, je ne suis pas essentialiste, hein, donc je ne considère pas que les hommes ont certaines qualités que les femmes n'auraient pas et vice-versa. Moi, je pense que c'est purement lié à l'éducation, clairement, comme d'ailleurs aujourd'hui la plupart des philosophes qui travaillent sur ces sujets-là. Euh, moi, déjà, moi, c'est des témoignages que j'ai collectés sur le terrain. Il y a un effet sur l'ambiance même. Moi, j'ai des collègues forestiers qui me disent, ben, une équipe avec 6 ouvriers forestiers, il suffit qu'il y ait une femme dans ce groupe de 6 ouvriers forestiers et ça change, voilà, ça change l'ambiance, ça change la façon de voir les choses. Les discussions ne sont pas les mêmes et elles sont généralement bien plus intéressantes d'ailleurs. Ce que me disent certaines forestières que j'ai, par exemple, contactées dans le cadre de la préparation de mon bouquin, ils disent, mais nous, les femmes, de toute façon, on a l'habitude d'être au four et au moulin, de toute façon. Alors, c'est pas une bonne chose, hein, j'en conviens, mais c'est vrai que beaucoup de femmes ont aujourd'hui une double vie professionnelle, hein. Elles travaillent 8 heures dans la journée et elles rentrent le soir. Elles travaillent autant pour s'occuper des enfants. Et malheureusement, beaucoup de femmes travaillent encore beaucoup plus que le conjoint homme. Donc, elles ont, je dirais, une capacité aussi. Moi, ça, c'est des témoignages hein, que je relais, hein. Et c'est pas Bien forcément sûr.
ce que je pensais initialement, mais une capacité à pouvoir faire preuve d'une grande adaptation, d'une grande plasticité, et peut-être, dans certains cas, faire preuve d'une plus grande adaptabilité à des situations, un peu des situations de crise ou d'urgence. C'est par exemple un témoignage que j'ai collecté pour donc Gardienne de la Nature auprès de la chef du service prévention des incendies à l'ONF en Corse, Antonella, responsable de la prévention des incendies dans les forêts domaniales et communales de Corse, me disait ben, le fait d'être une femme, effectivement, c'est peut-être pas une mauvaise chose au sens où de tout temps, de toute façon, on a dû faire preuve d'une adaptabilité, d'une adaptabilité par rapport à ce qui est imprévu, aux situations de crise. Effectivement, voilà, c'est un peu son témoignage. Après, moi, la plupart des femmes que j'ai contactées me disent, mais nous, on n'est pas moins compétents, pas plus compétents qu'un homme. Simplement, voilà, on veut aussi exister. Donc, que ce soit dans les métiers de la forêt, les métiers de l'agriculture ou de la recherche dans le domaine du vivant, moi, j'aurais tendance à dire, c'est pas qu'il nous faut plus de femmes ou moins de femmes, c'est que voilà, les femmes sont aussi brillantes que les hommes, donc elles Bien ont sûr, tout autant leur place, quoi. tout C'est à tout, fait. quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont marqué ton parcours justement professionnel? Alors j'imagine que les 7 peut-être, de ton dernier livre, en font partie, mais est-ce qu'il y en a, auxquelles tu penses, Il y a des figures historiques, hein, de femmes qui ont marqué l'histoire des sciences, qui sont pas forcément très reconnues aujourd'hui, on ne trouve pas forcément beaucoup dans les ouvrages, mais qui ont marqué l'histoire. Je pense par exemple à une chercheuse, à une biologiste belge qui a découvert quand même le mildiou, cette fameuse maladie qui a ravagé les pommes de terre et les vignobles dans plein de régions de France et d'Europe. Ben, avant, on se disait, ben, voilà, c'est le fait de Dieu, si je puis dire, ou du diable. Mais bon, voilà, au 19e siècle, ben, il y a une spécialiste des champignons parasites qui a mis en évidence ce champignon. Et à partir de là, on a pu lutter contre ce champignon ravageur qui a fait des dommages considérables hein, sur notre planète. Et cette découverte-là, on la doit quand même à une biologiste femme. Il y en a plein, hein, des femmes engagées. Dans mon parcours personnel ou professionnel, voilà, j'ai eu un parcours d'une trentaine d'années hein, dans le milieu de la forêt, dans le milieu de la protection de la biodiversité. J'ai eu une dizaine de responsables hiérarchiques, tous assez talentueux, mais j'ai eu parmi ces 10 responsables hiérarchiques une femme, et c'est de loin la personne qui m'a le plus marqué, quoi, en matière de gestion. De gestion de ses dossiers, d'encadrement de ses collaborateurs, voilà, elle savait faire. Alors voilà, c'est un témoignage personnel, bien évidemment. Il y a des hommes qui savent aussi très bien manager des équipes et très bien gérer des dossiers. Et voilà, moi, cette personnalité c'est une marquante? personne qui m'a beaucoup marqué. Ouais, tout D'accord. à fait. Alors nous sommes en 2025 et si je suis un peu la logique de tes publications de livres, tu devrais en sortir un cette année. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Oui, oui, oui. En septembre, avec mon premier éditeur, Le Mot et le Reste, très belle maison d'édition basée à Marseille, je vais effectivement sortir un cinquième livre intitulé Plantes rescapées. En fait, l'idée, bah, ça rejoint le début de notre conversation, Hicham. L'idée, c'est de montrer combien il est aussi important de préserver la flore menacée. Et à travers ce livre, en fait, je relate le récit d'une dizaine de sauvetages de plantes qui étaient au bord de l'extinction. Quand je dis vraiment au bord de l'extinction, c'est-à-dire que vous allez dans ce livre qui traitera d'arbres, mais aussi d'autres plantes. Il y a certaines plantes, certains sujets, il n'y avait plus que deux, trois individus sur la planète, quoi. Et grâce à la mobilisation de botanistes, de scientifiques, on a pu éviter qu'elle disparaisse définitivement de la carte du vivant, si je puis dire. Donc voilà, le livre a pour but de dire oui, oui, on nous parle effectivement des lions, des tigres, des éléphants, des rhinocéros qui disparaissent, et il faut en parler, c'est très important. Mais sachez que ces récits qu'on nous raconte, qu'on nous présente, concernent également la flore et que nous avons sur notre planète des espèces à deux doigts de disparaître à jamais. Ouais, c'est l'idée. Super, excellent. Bah écoute, je te remercie beaucoup, David. Avant
de nous laisser un petit rituel. En fait, on a une question. Là, c'est la question de Nour, 9 ans, qui aimerait te poser donc cette question. Qu'est-ce que c'est qu'un dendrologue? Ah, bonne question. C'est une question qu'on me pose souvent. Alors, le dendrologue, c'est un botaniste, donc quelqu'un qui va étudier finement les plantes, qui va les étudier pour les reconnaître, pour éventuellement leur donner un nom. À part que ce botaniste, lui, ne travaille que sur les arbres. Donc c'est un botaniste spécialisé dans l'étude des arbres. Voilà. Dendro, ça vient de dendros en grec, qui signifie arbre. Et donc voilà, c'est un spécialiste des arbres et notamment des espèces d'arbres. Bah super, merci. Je crois que c'est très clair. Merci beaucoup, David, pour ce temps que tu nous accordes. Où c'est qu'on peut te contacter, te joindre? Alors, j'ai mon site internet, www.arboriste.com. C'est ça. Là, on trouvera effectivement des éléments sur mon activité professionnelle et on pourra aussi retrouver des éléments sur les différents livres que j'ai pu publier. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, David, pour le temps que tu nous as accordé. On est impatient de découvrir ton prochain livre qui sort en septembre. En attendant, toutes les informations te concernant sont sur ton site. J'avais une dernière question. Tu as donc différents éditeurs en fonction de tes livres? Alors, j'ai publié 3 livres aux éditions Le Mot et le Reste, donc petite maison d'édition basée à Marseille. Et Gardienne de la Nature, je l'ai publié aux éditions Le Pommier. Voilà. Et le prochain livre, je le republie avec mon éditeur historique, Le Mot et le Reste. Une très belle maison d'édition qui a d'abord travaillé sur les livres en lien avec la musique, mais qui a aussi publié de très très beaux récits sur le nature writing et qui publie notamment en langue française tous les écrits de Henry Thoreau, qui est quand même un très grand naturaliste américain. Super. Eh bien, écoute, je te remercie et à très bientôt, j'espère. À bientôt. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser des étoiles, 5 de préférence sur votre plateforme d'écoute préférée. Enfin, afin de ne rater aucun épisode, inscrivez-vous à notre newsletter, newsletter.dailygreen.fr. Prenez soin de vous.